Bonjour. Vous accueillir. Bonjour. Alors le Vélodrome c'est dans quelques jours. J'ai envie de dire enfin, non? Je ne sais pas si, enfin, en tout cas, c'est le bon timing pour nous. C'est le bon moment. C'est le bon moment. Et c'est peut-être pour un groupe marseillais, c'est un passage obligé dans une carrière. En tout cas, ça nous fait plaisir de le faire. Beaucoup d'émotions, j'imagine. De stress. Non, ça va. Pour le moment, ça va. Émotion, oui. Je dirais un peu de fatigue Ouais. en ce moment. Ouais, là, en période de répétition, oui. Mais après, émotion, une fois qu'on y sera, oui, mais c'est normal. Pour nous, le stade, ça représente énormément de choses. Au niveau personnel, déjà, c'est des souvenirs d'enfance, c'est des C'est événements. quoi vos souvenirs par exemple au Vélodrome? Mais on a tous le souvenir d'être allé au moins une fois avec nos parents, la fameuse merguez frites d'après le stade, fait, tout le rituel, même si maintenant c'est un peu différent, mais il y avait tout ce rituel-là. Et puis surtout, c'est un club, c'est un stade dans lequel on est allé plusieurs fois, c'est un club qu'on suit, c'est une ville où on est tous quasiment nés. Donc après, pour nous, c'est sûr qu'au niveau émotion, il va falloir qu'on gère nos propres émotions justement pour pouvoir... et puis on attendait ça depuis nous les premiers, hein. Tout le monde dit ouais enfin, mais nous les premiers on attendait ça. Mais je pense que si ça s'est pas fait avant, pour X raisons, des fois les conditions, des fois les problèmes techniques, les inquiétudes pour nous aussi qui nous ont fait reculer. Si ça arrive maintenant, c'est que ça devait arriver maintenant. On a la maturité, on a les connaissances pour. Parce que dans les têtes, c'est vrai qu'avant tout, un stade, c'est un endroit où on joue au football. C'est pas nécessairement un endroit où on fait de la musique. Bon, en tout cas, pour les gens qui aiment le son, hein, on ne fait pas de la décoration, on fait de la musique et c'est pour ça. Après, symboliquement, c'est sûr que pour chacun d'entre nous, on a des tas de souvenirs dans ce lieu-là. Moi, ça commence à 5 ans, mon père me menait toutes les semaines, donc j'étais très souvent au stade. Et j'ai ce souvenir de ce sandwich. Mon père faisait un sandwich à la tomate et avec du piment, huile d'olive, et le sandwich, quand j'arrivais au stade, il était tout plat, tout écrasé. À l'époque, on pouvait rentrer des bouteilles et nos sandwichs. Ouais. Et puis après, quand on était ado, on était pesage, virage nord. Virage sud aussi, on a fait. Et justement, moi plus au virage Je nord me que rappelle à 17h avec le soleil dans la tête jusqu'à 20h. virage sud. Moi j'étais plus pesage nord, virage nord, mais le sandwich, c'est le vol du sandwich à Marseille. Si tu connais pas le stade avec les sandwichs qui voltigent, qui tapent dans la tête, les mecs devant. Moi je me rappelle Tu avec connais rien. Philippe, le France-Écosse, avec les populaires. Ah, là on était au sud. Là, Non, on était c'est au virage nord. sud. C'est On était au nord. au nord, ils voulaient monter et les mecs ils les prenaient un coup de pied aux Écossais, ils tombaient sur la piste. Je me rappelle. Un grand exemple de fair play. Et les buts de Cubain aussi. Le but de Cubain de la tête, je me rappelle, le premier match de tapis. Disons qu'on a plus des souvenirs de football que des souvenirs musicaux Moi j'ai au que stade. Beyoncé, un souvenir musical. Et là, donc, c'est le 28 juin, hein, vous allez nous offrir on va dire une rencontre du troisième type. À quoi on peut s'attendre? Sans trop nous dévoiler, mais voilà, ça va être des tableaux, ça va être du Hayam. Justement, Dans un grand stade. On peut le dire. ben justement, On peut le dire. on est dans le concept store aujourd'hui et je pense que si on regarde un peu l'imagerie et l'univers des vinyles d'Ayam, de l'imagerie d'Ayam, on sait plus ou moins quel sera l'univers et l'univers graphique du groupe. Le groupe, il n'a jamais fait de mystère sur tous les univers qu'il a inspiré, qu'il a animé. Je pense que le stade, ça va être un condensé de tout ce qui a fait l'histoire d'Ayam sur presque 40 ans. Ouais. Presque 40 ans. Et justement, vous allez rechanter vos plus grands tubes. Est-ce qu'on va voir aussi des guests, des possible. des featuring Ils essayent tous quand même. Ils essaient. Ils veulent tous savoir. Elle fait son métier, tu fais ton métier. Ils veulent tous savoir. J'essaie. Ils veulent tous savoir quelque chose. L'idée des guests, c'est quand même une bonne idée, tu vois. Je vous l'ai dit, on n'y a pas pensé. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, On va ça peut-être m'étonne. aussi pencher cette dernière semaine. Ouais, vous avez le temps là, c'est Oui, jusqu'au ça 28 doit- juin, ouais. ça peut. Forcément, au bout d'un moment, nous, ce qui est important aussi dans un stade, justement, qui n'est pas un lieu musical, mais on en parle souvent, mais c'est la communion, c'est vraiment le fait que les personnes qui viennent, et on a conscience qu'il y a plusieurs générations, hein, des gens qui connaissent plus ces derniers albums, d'autres les plus anciens, que les gens qui sont de différentes strates, différentes générations se retrouvent
dans ce qui est joué sur scène et dans les morceaux abordés sur scène. C'est pas forcément, quand on joue au stade, un concert expérimental qu'on peut le faire dans des petites salles où il y a des morceaux qui sont ultra novateurs, techniques ou quoi. Le stade, on fait en sorte que ce soit vraiment un échange, avec le public. On est moins dans la recherche de performance que d'habitude, comme on peut l'être entre la tournée précédente par exemple. C'est les tournées plus classiques pour nous, où on est sur la route. Là on va être peut-être moins dans la performance, on va être plus dans l'échange et le partage. Comme je disais, même nous, au niveau du tracklist, voilà, ça nous a demandé aussi, il y a eu plusieurs concertations, il y a eu des choix à faire. La tournée précédente a été très, très technique. On jouait 2h25 et on a enchaîné les morceaux. Il y avait des morceaux ultra techniques avec des très longs couplets. Pour nous, c'est ça les concerts. Hein. Pour nous, il faut qu'il y ait ce côté technique, il faut qu'il y ait ce côté performance. Et peut-être que sur celui-là, on sera moins regardant sur cet aspect-là. Et plus sur le côté justement échange partage, spectacle. Communion avec votre public et toutes ces générations qui vont être là aussi. Ça va être un peu memory lane. Hein. Comment justement on traverse toutes ces générations, toutes ces années, tout en gardant ces valeurs? Ça c'est quelque chose qui est important. Je pense qu'on peut être soi-même et on peut défendre des mêmes paroles. Alors j'ai ce souvenir-là, on avait joué à Carrosse, donc pas loin de Nice. Il y avait des tas de jeunes des quartiers qui étaient venus à cette époque-là. Ça devait être en 89 ou en 90, on n'avait sorti que concept. Hein. On n'avait même pas sorti Planète Mars. Et les jeunes qu'on avait rencontrés, il a dit promettez-nous que quand vous serez millionnaire, vous ne changerez pas. Et je pense que c'est quelque chose qui distingue vraiment IAM, c'est qu'on a maintenu un cap, y compris dans nos philosophies, dans nos pensées. Peut-être que dans nos philosophies, nos pensées, des choses qu'on disait dans les années 90 sont moins audibles de nos jours parce que les gens n'ont pas envie d'entendre certaines choses. En tout cas, nous, ce qu'on a dit, ce qu'on dit et ce qu'on dira, c'est très simple, très clair dans la même veine. Et c'est pas évident aujourd'hui avec... Non, parce que des artistes peuvent calculer en fonction, par peur de se couper d'une partie de leur public. Les gens, avec les réseaux sociaux, bizarrement, ils se fragmentent. Donc les gens ont envie d'entendre ce qui correspond à leur propre personne. Nous égoïstement, on a beaucoup maintient le cap. Surtout fait ce qu'on aime et on a la chance que ça corresponde à... C'est ça le moteur, la passion, c'est votre gens, authenticité, de ne pas changer, c'est ça aussi peut-être le moteur, c'est peut-être là où les gens se retrouvent aussi. Exactement. Ouais, parce qu'à travers le temps, on n'a pas bougé d'un iota sur pas mal de choses, sur notre vision de plein de choses. Et comme je dis toujours, et comme je disais juste un instant, on a toujours, alors égoïstement, on a toujours fait ce qu'on avait envie de faire et parler de ce dont on avait envie de parler. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça touche ça touche les gens quelque part parce qu'on ne se pose pas la question, il n'y a pas de calcul. Et des fois, c'est passé, on a tendance à parler que de nos victoires, mais on a eu aussi des échecs, on a eu des prises de risques qui n'ont pas été payantes. On a eu des choix qu'on a peut-être pu regretter justement, est-ce que vous avez eu des regrets ou artistiques, je parle artistique, scénique, mais on a toujours gardé cette ligne-là. De toute façon, on garde cette ligne-là et je pense que c'est ça qui plaît aux gens, c'est qu'à travers le temps et malgré tout, on continue à faire de la musique comme on aime. On ne se pose pas trop de questions en fait. Et tu as toujours des regrets, forcément quand tu es artiste, au bout d'un moment tu rêves à certaines choses. L'artiste, c'est une sorte de transposition de son propre rêve qui se diffuse à des tas de gens qui ont le même ADN artistique. Forcément, quand on rêve au bout d'un moment, et je vais être clair, net et précis, des fois les rêves coûtent de l'argent et on n'a pas eu la possibilité ni les moyens d'accomplir certains rêves. Oui. Par contre, nous maintenant, quand on dit toujours IAM, c'est un groupe qui regarde dans le pare-brise et pas dans le rétroviseur. Et si on doit jeter un coup d'œil au rétroviseur, par exemple l'Égypte, c'est l'histoire d'un rêve, le concert au pied des pyramides, l'histoire d'un rêve qui s'est réalisé parce que c'est parti de bêtises qu'on échangeait. Beaucoup de choses chez nous partent de bêtises. Voilà. Beaucoup de choses chez nous partent de bêtises. Assis tard le soir à Place d'Aix, on disait un jour on jouera au pied des pyramides, ils nous rapatrieront, on viendra jouer, renvoyez-nous chez nous. Et puis finalement on a fini par jouer au pied des pyramides et je pense que tout le monde a eu la gorge nouée
en jouant au pied des pyramides. Et tout le monde a eu la gorge nouée, ça je peux en témoigner, quand on a joué en juin 2013 à Central Park avec Rakim, parce que Rakim est un artiste, Eric B et Rakim sont des artistes qui nous ont énormément inspirés, influencés. Et de jouer ensemble sur scène partager la avec scène lui. avec lui. Et d'échanger après le concert avec lui. Et échanger après le concert, moi j'avais un disque qui était le test pressing de son premier single. Donc j'étais à New York quand son premier single est sorti. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est cet ovni, qu'est-ce que c'est ce rappeur fantastique, extraordinaire. J'avais réussi à avoir un test press, j'étais trop timide, j'avais donné à une copine pour qu'elle lui fasse signer. J'avais le disque signé et 27 ans plus tard, en 2013, j'ai redonné le vinyle. Même lui, il a halluciné. Et il a signé le même vinyle 27 ans plus tard. Je veux dire, pour moi, c'est comme mes frères, c'est ma famille. J'ai vu tout le monde avec les larmes aux yeux. Et peut-être plus. Et peut-être plus. C'est-à-dire Ah ben, Des pleurs. Ce jour-là, j'ai compris ce que c'était être fan de parce qu'on voit à la télé des fans de Johnny, tout ça, on les voit dans des états, on se dit mais pourquoi ils sont comme ça? Ben, ce jour-là, j'ai compris. On n'est pas hystérique, mais par contre, en voyant une personne qui, comme ça, nous a inspiré, n'a pas qu'inspiré que nous. Il faut rendre à César ce qui est à César. Rakim a inspiré une grande majorité du rap. Il a changé la face du rap. Le rencontrer, c'est forcément avoir des souvenirs ancrés. Moi, je l'ai vu, je me suis revu à Brooklyn en 87 dans le salon, écouter pour la première fois No You Got Soul, écouter I No Joke, le morceau dans la voiture, et je roulais dans East New York avec les potes. Enfin, c'est des tas de pièces de non-vie comme ça. C'est comme si un enfant, tu lui mettais le Père Noël en vrai devant. C'était pour nous, c'était... Et James Brown, ça a déjà fait ça. Ouais, Quand on a fait la première partie de James Brown à Marignane, ça a été ça déjà. Bah oui, t'imagines, tu te retrouves, le Godfather, tu te retrouves en face de lui, il vient dans ta loge en disant on va boire un coup ensemble. C'était pas pareil, on était au début de notre carrière, on était encore... On s'appelait que lui. On s'appelait que lui, tout le monde. Oui, non, je parle pas de ça, c'est que là, Rakim, on l'a rencontré, on était... Dans la carrière établi. En 2013, établi. Oui. Et tu es établi et tu te rends compte que tu peux être... alors que James, je dis, on était jeunes, on l'a vu, on était contents, voilà. Non mais c'est pas tout. C'est pas que ça, Eric. C'est pas que ça, Eric. Parce qu'en fait, James Brown, quand on a joué, il est rentré dans la loge avec une bouteille de champagne. Donc on n'était rien, on n'avait même pas sorti de disque. C'était l'époque où dans la musique, tu pouvais faire des premières parties d'artistes sans avoir sorti de disque. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Ouais. Il faut paga. Et on le voit arriver avec sa femme. Il nous dit, et il parle à sa femme, il dit chérie, tu vois ça, ce sont mes enfants. Wow. Et le lendemain, il a dit je vous amène avec moi. Il nous a menés dans l'avion en tournée. On a fait la première partie à Biarritz. Ça me fait rire que tu parles de sa femme. Pourquoi Parce qu'il a vu Et voilà, la blague du jour. Oui, ça parlait de ça. Mais le pass du concert de James Brown est là. Ouais. J'ai réussi à le conserver depuis. Il est là sur le petit. Des sacrés souvenirs. Hein. Vous parlez de James Brown. Vous avez fait aussi avec Beyoncé aussi. Oui, on a fait un morceau avec Beyoncé, ouais. Method Man, Redman. Méthode Red. Beyoncé, c'était notre type d'artiste qui était beaucoup plus soul que ce qu'elle est devenue. Un virage pop, personnellement, moi, qui me parle beaucoup moins. Par exemple, son concert, j'ai aimé le début où elle a été Diana Ross sur scène, à jouer avec les musiciens, à jouer dans Soul Classieuse. Dès que c'était le défilé de mode, du voguing et tout ça, je suis allé boire un coup. Après, on a d'autres souvenirs, parce qu'on a eu la chance d'enregistrer plein de fois à New York, dans des studios où c'était tous les rappeurs américains enregistrés. Et là, on n'a pas enregistré avec eux, mais on a côtoyé des mecs qui étaient numéro 1, ils étaient à côté de nous, on parlait avec eux, on les voyait, chaque jour on voyait rentrer, tu as vu qu'est-ce qu'il y a à côté? Busta Rhymes, Run DMC, Capone Noriega, Mobb Deep. Ils étaient tous là, on les a vus, on parlait avec eux. Et ça faisait nous, on était là au milieu. On a vu Nas, on a vu, voilà quoi, Wu-Tang et tout. Et ça fait beaucoup de souvenirs. Vous avez traversé toutes ces époques. Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours aussi unis près de 40 ans après en fait? C'est une famille en fait, IAM c'est une famille. Je pense que l'union elle se fait aussi à travers l'activité du groupe qui est de tourner en quasi-permanence, là, particulièrement là, depuis
depuis 14 ans, on est tout le temps ensemble et en tournée. Je pense aussi que c'est un groupe où, à un moment donné, l'ego, il doit être mis de côté au profit de la totalité du groupe. Dans l'ensemble. Et en général, même les décisions qu'on prend depuis le début, à part de quelques situations où il y a eu des vétos, ça a été des situations où on a voté et la majorité imposait son choix au groupe. Et après, les autres qui n'étaient pas d'accord avec ce choix-là, ben, ils se plient à la décision des autres et ils font comme si c'était leur décision à eux. Et ce fonctionnement-là, et le fait d'être détendu, rigoler tout le temps, c'est ça en fait l'histoire d'Ayam. Si on regarde Ayam en tournée, si on met une petite caméra, on dirait un jardin d'enfants. Hein. C'est la colo. Hein. Ah ouais. Donc ça dédramatise beaucoup d'enjeux. Pareil dans les objectifs et les enjeux, à part faire de la bonne musique, on n'en a plus beaucoup. On ne fait pas de courses, on ne fait pas de compète, on fait pas de... On essaie juste de faire un bon spectacle. Il y a des jours, on fait des spectacles extraordinaires, il y a des jours on est moins en forme, il y a des jours et on débriefe et on serre les vis. Et pareil, des fois, il y a des jours où on tombe sur des publics extraordinaires et des fois sur des publics beaucoup plus apathiques, difficiles à bouger. Il y a des gens qui observent, qui filment. Ouais, ça dépend sur quel type de public tu tombes aussi. Est-ce que vous pouvez qualifier chacun à votre tour la relation que vous avez à l'un et à l'autre? Kefren peut-être? Moi j'aime personne. C'est l'associable du groupe. Et toi, Eric? On aime bien se moquer. Un rapport de surveillance, on va dire. Non, on aime bien se moquer un de l'autre, enfin tous, entre nous. Après, il y a des cibles plus. Moi, j'ai plus de cibles pour me moquer, mais voilà. Disons qu'on plaisante souvent sur nous-mêmes, on se vanne beaucoup. Je dirais que c'est un rapport fraternel parce qu'on passe autant de temps avec le groupe qu'avec sa propre famille. Et donc, avec les frères, tu peux avoir des engueulades, tu peux avoir des désaccords. Mais il y a toujours ce rapport d'amitié, d'amour que tu peux avoir dans une famille. Ouais. Parce que tu as du respect pour les joies de chacun, tu as du respect pour les peines de chacun. Parce que quand tu avances en âge, chacun porte sa propre charge. Et on a des charges communes, j'en ai parlé souvent et je le redis. Mais pour nous, le stade Vélodrome, c'est un hommage qu'on a envie de rendre à notre ingénieur du son qu'on a perdu il y a quelques mois, qui s'appelle Arnaud Martaillan, qui a fait toutes les tournées d'Ayam et qui est malheureusement parti. C'est aussi une tournée qu'on fait pour Nanou, qui était notre régisseur général pendant des années et qui nous a quittés aussi. Donc on a des peines communes, des peines individuelles et on les partage. On partage tout. Et les joies, on les partage aussi. Voilà, c'est la vie, hein. Malheureusement la vie. Je pense qu'il faut avoir conscience qu'on fait partie d'un ensemble qui est beaucoup plus minuscule et ridicule que nos propres existences. On fait partie de l'univers, on fait partie intégrante des étoiles, des gaz, des galaxies. Il faut ramener notre rôle à ce qu'il est, c'est-à-dire un rôle infime dans ce mouvement universel. Un grain de passage. Et Shuriken, toi aussi, ta relation au groupe? Ben oui, il a quasiment dit ce que j'aurais pu dire aussi, ce sont des gens de ma famille. Après 40 ans et tout ce qu'on a partagé ensemble, de brillant comme de plus sombre, ouais, c'est juste des gens de ma famille que j'aime. Voilà. Tonton? J'irai même plus loin, c'est-à-dire à part quelques désaccords graves, notamment sur les lignes de basse. Ça, c'est un gros problème qu'on a du mal à gérer. Mais sinon, à part ça, oui, des petites plaisanteries sur la cuisine, parce qu'on est des origines différentes, donc on se charrie beaucoup sur le risotto et le gazpacho. On se charrie beaucoup sur mais voilà, et ça aussi, ça fait partie de l'histoire du groupe, comme on disait tout à l'heure. C'est important, ça. Le fait de ne pas être susceptible, de rester tous sur un pied d'égalité, parce que même dans les discussions, quand on doit voter, prendre des décisions, ça se fait des fois après de longues discussions où il faut argumenter, où il faut expliquer. Et c'est ça qui fait la cohésion du groupe, parce que malgré tout, on se charrie beaucoup et on a toujours... Bon, il y en a qui sont plus ou moins susceptibles. On ne dira pas les noms. Oh là là. Et il faut ménager certaines susceptibilités parfois, mais c'est ça qui permet au groupe de tenir si longtemps,
C'est la longévité, le Et quand secret c'est de la bon, vous longévité. dites c'est cadeau, quoi. C'est cadeau. C'est cadeau. Non, mais il faut voir le geste. Attention, le geste. Il y a un truc important, je trouve, dont Pascal a parlé, c'est l'histoire des origines. Et je trouve que, comme on a grandi avec notre contexte, nos contextes familiaux et nos contextes amicaux, ça a été transposé dans le groupe avec des tas de gens d'origines différentes et un partage de culture. Et c'est pour ça que des fois, pour Ayam, il y a des choses qui sont peu lisibles dans la société aujourd'hui. Et dans le pardon, la fragmentation, la fragmentation des personnes aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la politique. Nous, on n'a pas cette vision-là, on n'a pas ce fonctionnement-là. Dans le groupe, on a toujours échangé, respecté et voulu découvrir. Voilà. Mais vous êtes à l'image de Marseille, c'est une ville qui est multiculturelle, des gens qui viennent de partout. On est même à l'image de ce pays, ce pays en est un. Mais on est à l'image de ce pays tel qu'il devrait être. Tel qu'il devrait être. N'est-ce pas, Yves? À friche. Aujourd'hui, avec du recul, même si vous allez quand même de l'avant, comment vous qualifiez votre carrière Longue. Je me rappelle au début. 84 à la Guadalajara. On va dire qu'on a eu beaucoup de travail. Et ça, on ne peut pas le nier pour en arriver là. C'est un groupe où ça bosse et il n'y a pas de hasard. C'est ce que des fois, quand on parle avec les plus jeunes, on leur dit c'est bien d'être doué, mais si tu es assis et que tu ne travailles pas ton art, si tu ne t'intéresses pas à ce que les autres font, ce don, il va s'estomper. Il va s'estomper. Et aussi de la chance, des questions de moment, de bon momentum. Je parle de l'école du micro d'argent. Le timing, alors, sur une interview, j'avais dit que c'était Laurence, tout, mais c'est vrai que c'est Nicole Schulz qui avait dit l'école du micro d'argent, et c'est un album pour génération. Il était destiné à être plutôt un album très pointu pour des puristes et tout. Et en fait, la chance, c'est qu'à ce moment-là, il y a un creux dans la variété française, que les radios en France ne savent plus qui, quoi jouer, et ils commencent à jouer du rap à ce moment-là. Et donc on est à ce moment-là joué sur toutes les radios. Je pourrais prendre les paris avec toi si on pouvait retourner dans le temps ou ressortir l'école du micro d'argent maintenant. Je ne suis pas persuadé qu'on amènerait 2 millions. Pas du tout. Donc ça, c'est le bon temps, le bon moment. On en a conscience. Tout est question de timing. La synchronicité. Ouais. La synchronicité, ouais. Ça c'est un mot important. Pareil pour Je danse le Mia, au départ vous le chantez entre vous, c'était... Il est sur scène à l'époque de la tournée de la planète Mars. Je danse le Mia, c'est un morceau qui est d'une génération avant Ombre et Lumière. Mais par contre sur scène il fonctionnait très bien. Donc on s'est dit ce morceau il a quelque chose, il marche aussi bien que les morceaux qui sont connus. On l'a sur scène avant de penser à le mettre sur disque. Alors qu'au départ vous n'aviez pas pensé à le mettre sur un de vos annonces. Au départ c'est un morceau pour nos potes. Bon, en même temps, la scène c'était un labo. Hein. On jouait des morceaux, notre spécialité c'est de jouer des morceaux qu'on n'avait pas sortis. Donc en fait quand tu arrives à voir Ayam, tu comptais écouter. Vous testez directement. Tu écoutais, tu te disais mais c'est quoi ces mecs, ils font 2 heures de concert. Je connais pas un morceau. Et on ne s'arrêtait pas. Tiens, cette semaine on a fait un nouveau morceau, on va le faire. On a mis un temps à revenir de ça. Je crois que c'est à partir de 2007 où on commence vraiment à réaliser qu'il faut jouer certains morceaux. On remet le Mia dans la setlist qu'on avait levée depuis 14 ans. Ouais. Et en fait, nous on est de cette culture hip-hop où il faut être toujours à la pointe, à l'innovation. Et on ne se rendait pas compte qu'on sortait des disques, donc les gens venaient sur la tournée Planète Mars ou Ombre et Lumière, ils entendaient que des inédits. 60% de nouveaux morceaux. Que des inédits. Qui n'allaient peut-être pas sortir en plus. Mais attention, ces morceaux sont devenus cultes. C'est-à-dire que le peu de vidéos qu'il y a, les gens s'échangent des enregistrements pirates de ces morceaux-là. J'ai retrouvé celui-là, j'ai retrouvé celui-là. Parce qu'il y a des morceaux qu'on a écrits que pour la scène. Ouais, donc ils ont été joués que sur scène et après on n'en a plus entendu parler. Je remercie les fans de Suisse justement pour m'avoir envoyé l'enregistrement de Je suis un vrai à la coupole de Bienne en 1990. Ah ouais, ça date. Quel regard vous avez aussi sur le rap d'aujourd'hui, le rap marseillais? Moi, j'ai pas de regard parce que malheureusement, pour parler de choses, il faut écouter. Voilà. La spécialité en France, c'est de parler de choses qu'on n'a jamais écoutées, y compris, bon,
parle pas de absolument. On vous répond donc. On est là de bon cœur, mais beaucoup de journalistes généralistes, quand on va, ils n'ont pas écouté les albums, ils ne savent pas de quoi on parle. S'ils écoutaient les paroles, ils sauraient le pourquoi du comment de certaines de nos positions. Mais pour parler de quelque chose, il faut avoir écouté la musique. Et je parle pour mon cas particulièrement, et ils peuvent le confirmer, j'écoute toujours que du rap américain de grande pointu. Donc, si tu me poses des questions sur les prods de Vidon ou sur... vous n'écoutez pas du rap français? Non. Non. Non, mais certains, oui, dans le groupe. peut-être que François. François. Nous, on n'a pas le temps d'écouter tout ce qui sort déjà en américain. Et ça, c'est très dur. une habitude qu'on a. C'est pas du snobisme. Non, c'est une que nous, on est habitude nés qu'on comme prend à ça. la base. On est nés avec Ça a toujours été le rap notre américain. référence au début, pendant très longtemps. Ça a été notre seule référence parce que de toute façon, il n'y avait pas de référence française. Et c'est resté comme ça, on est resté habitué comme ça, on a été élevé par ce rap-là, par ce son-là. On continue. C'est pas du snobisme du tout. Hein, non, on a grandi depuis 1980 à écouter du rap américain. C'est culturellement, on s'est habitué à ça. Et c'est vrai que quand la grande vague du rap français arrive en 96-97, du coup, depuis 17 ans, on écoute du rap américain, on est rodé à Je ça. n'écoutais plus avant. Ouais. On écoutait plus avant. Vous êtes aussi toujours positionnés comme des voix engagées, hein, que Ouais. le nom du groupe IAM sur Ah le oui, droit civique, j'existe. déjà, il en dit long. Aujourd'hui, quand on est artiste, c'est pas toujours évident de s'engager. Quand on est engagé, on est complotiste aujourd'hui. Donc, je répète, on maintient un cap. Et on dit les mêmes choses qu'on a pu raconter dans nos textes depuis les années 90. Si les gens se posent des questions, ils écoutent nos textes de 90 jusqu'à maintenant. Donc, pareil, on ne va pas faire de mystère. Alors, tu nous vois moins en interview à la télévision parce que les questions ne sont pas intéressantes. Elles ne portent pas sur la musique. Elles portent sur des questions en 3 réponses sur des sujets qui mériteraient 2 heures. Donc, au bout d'un moment, si les gens veulent savoir le fond de la pensée du groupe IAM, C'est écouter votre musique. c'est ça, ils écoutent ça. Et y compris ceux qui ne sont pas là, parce qu'il y a des tas d'albums qui ne sont pas là. Aujourd'hui, il y a une partie de la discographie qui n'y est pas, pour diverses raisons. Mais on peut écouter tous ces vinyles-là et les autres et se faire une idée sur ce qu'on pense. La suite d'IAM, le Vélodrome, c'est une étape, la suite. C'est une étape pas avant la tournée des festivals. On a une trentaine de dates où on joue France, Suisse, Belgique, États-Unis, Canada. Et après on verra, je pense qu'on a tous besoin de... La prépa du stade Vélodrome, ça a été quand même, au niveau du boulot, ça a été quelque chose. On veut bien faire les choses, donc ça a été... C'est pas encore fini. Non. Mais on y est depuis un moment. Ouais. Je mettrais C, ça a été, C. C'est vrai, on est encore dedans. C'est vrai que là, on a la chance de vous avoir pour cette interview, mais c'est vrai que vous êtes à fond dans les répétitions. Ah oui, non, Après les signatures, là, on repart répéter directement. directement. On est dans le couloir final. Ouais. Et je vous disais, est-ce que en tant que groupe, aujourd'hui, comment vous vivez le présent? Ce moment, vous le savourez? Ah, toujours. On est assez dans l'instant, on a toujours été assez dans l'instant présent. Hein. Alors même si dans notre travail on prépare, on essaie tout se fait en amont, on essaie d'anticiper plein de choses. Mais après, ça par contre, on a pris il y a longtemps conscience que c'était bien aussi parfois de se concentrer sur l'instant présent. Parce qu'à trop penser à ce qu'il va y avoir demain, tu passes à côté de l'instant présent, tu ne vis pas pleinement ce que tu as à vivre. Ça, nous, je pense que c'est quelque chose qu'on a très vite compris, très tôt. Le temps, c'est le luxe absolu, c'est le bien le plus précieux, la maîtrise du temps. On en parle même dans nos textes, hein, dans mon texte Savon, le poème de Virgile, mais le temps fuit, il fuit inexorablement, alors que nous restons prisonniers de nos quotidiens dérisoires. Et en fait, ça fait réaliser à quel point c'est un bien précieux et qu'il faut l'utiliser à bon escient. Et c'est vrai que c'est né de l'expérience. Avant, on disait « Oh pétard, c'était bien la tournée, elle était bien cette tournée ». Et on ne la vivait pas, on était dans le moment présent, dans le stress, l'inquiétude de bien faire. Maintenant, on arrive à être sur scène, ou vivre une tournée, à dire « Pétard, c'est génial, on a une chance incroyable de pouvoir être là, ça va être terrible, c'est top, on a ça en image, en décor ». On arrive en fait à s'émerveiller de ce qui nous arrive. On a cette capacité-là, on a gardé cette capacité-là à s'émerveiller de ce qui nous arrive. En conclusion sur le temps, je dirais l'humanité redoute le temps, mais le temps redoute les pyramides.
Oh, c'est beau ça. C'est pas de lui. Et voilà. Ouais, mais la pyramide, elle est de qui? La tienne, elle est pourrie, elle est tordue, la mienne, elle est droite. T'as vu la signature en bas? Non, Dédicace. la tienne, non, elle est toute tordue. Ils ont tenté 3 fois. Moi, je l'ai faite une fois. Mais si j'avais pas fait la première, la tienne, elle elle n'existerait même C'est pas. pas qui a été pire. Ok, parce que Dissension au niveau des pyramides, de la pyramide et des formes. au fait, tu m'as pas payé la facture. Tu verras avec mon grand-père. Tu verras avec mon grand-père. On a eu la chance de rentrer dans la pyramide de Khéops et d'avoir Pas la Zaïa tienne. Hawass Pas la tienne, et les archéologues qui nous ouvrent des salles qui sont fermées au public. Et, Bon, moi, je y connaissais. compris sur le site de Karnak aussi. Il faut les remercier, les archéologues français qui nous ont permis de voir des collections qui sont exposées à peine maintenant. Donc on les a vues à l'époque en 2008. Le travail des archéologues est fabuleux. Ils sont payés par l'État français, 3 clopes et ils sont dans des conditions misérables. Donc ils font un travail admirable pour nous, mais pour l'humanité, je voulais les saluer. Des fois, en regardant le concert de l'Égypte, il y a des petits moments où on nous regarde, où on est ailleurs. On se retourne, on regarde les pyramides, et on est d'un coup pendant 2-3 secondes, on sort, on est des spectateurs et on revient dans le concert et se dire waouh, qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai décroché plein de fois. Ouais, c'est un truc de fou. Moi, j'ai l'image du soleil qui tombe à la fin du concert avec les 2 flics en charbon au-dessus qui découpent un homme chinois. Je dis c'est un truc de fou. Vous avez vécu tout ça, vous avez le live, il va y avoir le stade Vélodrome, Comme un aimant, le film, vous avez sorti aussi un livre, enfin vous avez. Qu'est-ce qui reste encore à Ayam à faire? Des nouveaux morceaux. C'est éclaté des nouveaux Des nouveaux morceaux. morceaux meilleurs que ceux d'avant. C'est vrai qu'on est, ces dernières années, par exemple, on est très actif au niveau des sorties de disques. On est moins des communicants. On sort les disques, on les sort. Après, le dernier History, on est allé le défendre sur scène et on a fait ces 80 dates. Rime Essentiel, pareil, on a fait une tournée pendant le Covid avec des restrictions. Et on a payé les tests pour tous les gens qui n'avaient pas Été vacciné. leur truc. Et on fait chaque fois des tournées quand c'est des albums d'Ayam, même si on ne fait pas autant de promos qu'avant. Et on fait des tas d'albums qui sortent. Moi particulièrement, ça m'est arrivé, j'ai sorti Astéroïde, Latin Quarter, c'est des albums que j'ai sortis sans faire de promo à l'américaine. Voilà, on sort les albums, c'est des collabs avec des beatmakers. Voilà. Je disais par exemple là on joue à New York, on sait ce que sont devenus les États-Unis, c'est pas terrible. Le rap, ça n'existe plus pratiquement là-bas, mais chaque fois qu'on s'est dit on va jouer à New York, il y a un truc de spécial. Pour nous, ça reste notre ville. Non, c'est pas qu'il n'existe plus, il existe autant, mais il est plus mainstream. Avant, tu étais dans la rue, il y avait du rap, tu rentrais dans les magasins, il y avait du rap, il y avait les radios, le rap qu'on aimait, c'était là-bas, les artistes. Bon, c'est plus ça. Quand tu arrives là-bas, tu peux être à Marseille ou à Paris, c'est pareil. C'est le fait de dire on joue à New York, parce que pour nous, New York, c'est la Mecque du rap. Voilà, et de rejouer là-bas tout le temps, même si on a joué déjà, c'est un truc de spécial. Là, quand on a su qu'on joue à New York, je dis waouh, c'est spécial. Je sais pas. Et moi, je sais pas. Le mot de la fin, ça serait quoi pour vous? Il n'y a pas de fin. Et Ayam, on ça précise, on n'est continue pas des encore, légendes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors? De continuer encore pendant 40 La, ans san- sur la- scène. la santé, La santé. les sourires, l'amusement, on a conscience de ce qu'est la vie aussi, mais la santé, les sourires, l'amusement et la bonne musique dans les oreilles, je continue à rester persuadé que notre métier est essentiel. Bizarrement, on est perçu comme la 20e roue du carrosse quand on parle beaucoup de dépréciation en ce qui concerne les métiers artistiques, mais les gens ne mesurent pas, toujours on a vu ce rapport où les métiers où on transpirait avaient l'air beaucoup plus importants que la musique. Et puis non, la musique elle soigne l'âme. Et l'âme, les cœurs, on voit de nos jours que c'est beaucoup plus important que ce qu'on pense. Alors où tout le monde veut diviser, elle rassemble. Surtout ça, elle continue à rassembler. Aujourd'hui, dans l'ordre des métiers importants, musicien et psychiatre derrière de suite, il faut en envoyer de partout.
Bon, on va rester sur cette belle note positive. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci et rendez-vous le 28 juin. Rendez-vous le C'est 28. ça, soyez en forme. On compte sur vous.